Bonsoir et bienvenue à cet événement intitulé « Menaces sur les universitaires, perspectives croisées depuis la Turquie, la France et la Suisse ». Nous sommes ici à Unidufour, à l'Université de Genève. Cet événement est organisé par la délégation Intégration et l'Institut d'études de la citoyenneté de l'Université de Genève. Les thèmes de cet événement sont donc la liberté académique, mais aussi les menaces sur les universitaires, des thèmes sur lesquels s'engage l'Université de Genève depuis plusieurs années, notamment à travers les programmes Scholars at Risk et aussi Horizon académique, qui permet d'accueillir des chercheurs et des chercheuses, mais aussi des étudiants et étudiantes en exil. Depuis quelques années, l'Université de Genève accueille aussi de nombreuses personnes d'origine de Turquie qui ont dû quitter leur pays à cause de leur opinion politique. Le point de départ de cet événement aujourd'hui était différents événements. D'une part, le remplacement du recteur de l'université de Boğaziçi en Turquie par le gouvernement turc et ensuite les manifestations et les détentions d'étudiants qui ont suivi ce remplacement, mais aussi un cas particulier qui est celui-là de Cihan Erdal, doctorant à l'université de Carleton au Canada et Scholar at Risk. Cihan est actuellement emprisonné en Turquie. Ces événements nous ont donc amenés à faire des liens plus généraux qui dépassent donc sur la liberté académique et les menaces vécues, non seulement en Turquie, mais aussi dans d'autres contextes, comme par exemple la France, où il y a actuellement ces discussions autour de l'islamo-gauchisme. Ces sujets sont donc d'importance pour le monde académique en général. Avec cet événement, nous souhaitons proposer une vision comparée des perspectives turques, françaises et suisses sur la liberté académique et les menaces sur les universitaires, et cela à travers des témoignages et des analyses d'universitaires qui vivent cela eux et elles-mêmes dans leur quotidien. J'ai donc le plaisir de passer la parole au professeur Stéphane Berthet, vice-recteur de l'Université de Genève. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence en ligne qui va faire le point sur une question importante qui est celle des menaces pesant sur les libertés des universitaires en Turquie, en France et en Suisse. Je profite de cette introduction pour remercier mes collègues Johanna Hubert, Mathieu Crétenant et Olivier Vincent, ainsi que leur équipe pour l'organisation de cet événement qui nous permet de donner une plus grande visibilité au réseau Scholars at Risk ainsi qu'aux menaces qui planent sur la liberté académique. Depuis 2008, l'Université de Genève est engagée au sein de ce réseau international d'institutions et d'individus dont la mission est de protéger les universitaires et de défendre la liberté académique. Cet engagement nous a conduit en 2018 à la création, en tant que membre fondateur, de Scholars at Risk Switzerland, la section suisse de ce réseau. Cela montre donc l'importance que nous accordons à ce réseau où notre engagement se base notamment sur le principe que les universités comme la nôtre, qui bénéficient de conditions de développement privilégiées tant dans les moyens que dans les principes de fonctionnement, puissent apporter leur aide et leur protection aux universitaires dont la vie et la liberté sont menacées simplement parce qu'ils exercent leur métier en prônant le principe fondamental de la liberté académique. Depuis 2011, l'Université de Genève a pu accueillir 6 chercheurs et chercheuses en danger dans le cadre de Scholars at Risk. Ouverte sur le monde, notre ville est depuis longtemps un lieu privilégié de rencontres internationales et de dialogue entre les nations. Au cœur de cette Genève internationale, notre université est imprégnée de ce que l'on nomme l'esprit de Genève. Elle poursuit ainsi son action, la longue tradition d'asile et d'accueil de notre cité. Notre université, tout aussi ouverte sur le monde que notre ville, entend se positionner ainsi de façon lisible sur la défense et la promotion de la liberté académique. Avec Scholars at Risk, l'Université de Genève s'inscrit également dans une dynamique de partage et d'échange des connaissances et des savoirs. L'accueil et la contribution de ces chercheurs et chercheuses menacés permet aussi à l'institution d'enrichir ses enseignements et ses recherches grâce au partage d'expériences et contextes différents, ce qui nous donne l'opportunité de mieux appréhender les enjeux du monde contemporain dans leur globalité.
L'Université de Genève est ainsi persuadée de l'importance de ces échanges académiques et du rôle de constructeur de paix que peut jouer la communauté académique grâce aux valeurs qu'elle partage. C'est pourquoi elle s'investit non seulement dans le réseau scolaire at-risque, mais également dans d'autres projets tels que le Geneva Hub for Education in Emergency, le centre d'études humanitaires que nous gérons en collaboration avec l'Institut des hautes études internationales et du développement, notre programme InZone, ciblé sur l'enseignement supérieur dans les communautés touchées par des conflits et des crises, ou encore notre programme Horizon Académique, un programme d'intégration académique, professionnelle et sociale pour les personnes issues de l'asile et de la migration, qui d'ailleurs accueille depuis quelques années de nombreuses personnes originaires de Turquie qui ont dû quitter ce pays en raison de leur opinion politique. L'Université de Genève est ainsi active dans la mesure de ses moyens sur le domaine humanitaire où l'urgence reste hélas très présente tout autour du globe et sur la défense de la liberté académique qui aujourd'hui fait l'objet d'un nombre accru d'attaques. L'événement de ce soir nous propose une vision comparée de différentes perspectives sur les menaces et l'état des lieux de la liberté académique et d'avance, je remercie l'ensemble des intervenants et intervenantes pour leur témoignage. Nous sommes convaincus que les universités sont aujourd'hui plus que jamais essentielles pour nous aider à comprendre le présent et à construire l'avenir pour le développement d'un monde plus durable. Et l'Université de Genève entend tenir son rôle dans ce domaine, surtout lorsque la liberté académique est menacée. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente conférence. Je remercie le professeur Stéphane Berthet pour ses mots de bienvenue. Je souhaite donc passer à la présentation de nos intervenants qui auront donc chacune quelques minutes pour présenter le contexte qu'elles ou ils vivent. Et ensuite, il y aura une discussion pour laquelle vous pouvez aussi soumettre des questions dans le chat du live stream. Donc, tout d'abord, Bernard de Barbieux, professeur ordinaire de géographie culturelle et politique à l'Université de Genève et doyen de la faculté des sciences de la société. Monsieur de Barbieux s'est engagé au nom de sa faculté pour faciliter l'accueil de chercheurs et chercheuses au sein de la faculté des sciences de la société. Ensuite, nous avons Zeynep Gambetti, chercheuse indépendante et après avoir été professeure en théorie politique à l'université de Boğaziçi de 2000 à 2019. Ses recherches portent sur les théories de l'espace public, de l'action collective et de la violence structurelle. Et ensuite, nous avons Éric Fassin, professeur en sociologie au département d'études de genre et au département de sciences politiques à l'université Paris 8. Il est aussi professeur invité à l'université de Genève. Il travaille sur les questions de minorité, sexualité et de race et aussi s'engage publiquement sur ces questions-là. J'ai donc le plaisir de passer la parole à Bernard de Barbieux. Merci Johanna. Je parle sans micro ou avec le micro? Avec le micro? Ok. Merci Johanna, merci Stéphane aussi, et merci à l'équipe du rectorat qui a préparé cet événement. Un événement important, mais un sujet difficile. Et à la fois un événement important, mais un sujet important, et un sujet difficile, et peut-être un événement difficile aussi. Parce que si je me fie à la façon de le présenter, de communiquer sur l'événement lui-même, et je vais reprendre strictement l'intitulé qui a été utilisé dans la communication, et je pense que c'est intéressant d'en partir, parce que c'est toujours important de, quelque part, s'inscrire dans la consigne qui est partagée par tous les intervenants, et je pense que dans les temps présents, c'est important de s'arrêter sur les mots en particulier qui sont utilisés. On nous invite à réfléchir aux menaces qui pèsent sur les libertés des universitaires en Turquie, en France et en Suisse. Des mots qui ne sont pas anodins du tout, parce que quand on parle de menaces, de quelle menace parle-t-on exactement? Quand on parle de liberté, de quelle liberté parle-t-on exactement? Et quand on parle de pays, il y en a 3 ici qui sont particulièrement ciblés dans le titre de la conférence. Et on peut se poser la question de ce qui les rapproche ou de ce qui les distingue précisément sur cette question des menaces aux libertés des universitaires. Je commence par les pays. Turquie, France, Suisse. On aurait pu aussi, bien sûr, élargir encore le panel et puis avoir également des Hongrois, des Polonais, des Grecs plus récemment.
des Brésiliens, des États-Uniens, des Chinois, des Russes, des Iraniens. Bref, la liste est longue et le fait qu'elle s'allonge presque de jour en jour est déjà un signe extrêmement inquiétant de l'importance que l'on doit accorder à ce qui est en train de se passer, pas simplement chacun dans son pays, mais à l'échelle internationale. Les universitaires ont l'habitude, bien sûr, de travailler à l'échelle internationale, d'avoir des contacts internationaux. Tout ce qui va se passer dans un pays particulier impacte les autres pays avec lesquels nous sommes en contact. Donc c'est important d'avoir, je pense, cette vision un peu transnationale des enjeux qui se dessinent, quand bien même il y aurait des différences significatives dans les situations qui sont vécues dans les pays en question. S'il s'agit de comparer ce qui se passe en Turquie, en France et en Suisse, on met la barre très haut, parce que là, pour un peu, on a des contextes qui sont quand même très contrastés, et de façon générale, on sait bien, en sciences en général et en sciences sociales en particulier, que l'exercice de la comparaison est toujours extrêmement difficile, surtout quand on a affaire à des informations, comme on dit chez nous, de nature un peu qualitative. La question que j'aimerais poser et que j'aimerais traiter dans les quelques petites minutes là, que j'ai pour démarrer la discussion, est de savoir, est-ce qu'on a affaire à des différences de degré ou de nature ? Est-ce que simplement des pays qui seraient moins touchés, comme l'est la Suisse, de toute évidence, comparée à la France, elle-même comparée à la Turquie, connaît une spécificité de nature structurelle, ou est-ce que c'est simplement une question de degré où les menaces et les libertés menacées seraient moins intensément visées par ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? L'autre mot important de la consigne donnée à tous les intervenants, c'est celui de liberté. Alors c'est tentant. C'est toujours tentant, c'est souvent utile, notamment quand on est juriste, quand on est constitutionnaliste, de distinguer différentes formes de liberté. Et quand on parle du milieu académique, on pense d'abord et avant tout à ce qu'on appelle la liberté académique. C'est quoi la liberté académique ? C'est en gros la liberté dont jouissent tous les universitaires pour penser, pour analyser les objets, les choses, avec les méthodes qui sont les siennes, de façon tout à fait autonome, sans rendre de compte à personne. C'est important. C'est essentiel. Et si on se limite à cela, c'est-à-dire cette activité purement privée de la pensée et de l'analyse, on pourrait estimer qu'elle n'est pas directement menacée. Mais que serait la liberté de penser, que serait la liberté d'analyse s'il n'y avait pas aussi une liberté de communiquer ? Parce que la communication est inhérente à la recherche en tant que telle et elle est inhérente à la diffusion de la recherche elle-même. Or, on voit bien que dans beaucoup de pays, notamment dans les pays dont on va parler aujourd'hui, la question de la communication de cette liberté académique, des résultats de la recherche elle-même, commence à être pointée du doigt et à être visée. La communication dans les auditoires, avec les étudiants, et la communication même dans des revues scientifiques, qui pendant très très longtemps étaient d'un lectorat extrêmement confidentiel, et dont on s'aperçoit qu'elles commencent à être épluchées par des personnes en général un peu malveillantes, qui veulent aller voir un peu, gratter un peu ce qu'écrivent les universitaires en question. Jusqu'à présent, personne ne s'y intéressait en dehors des petites communautés académiques elles-mêmes. Et là, on voit que cette communication commence à être menacée parce que visée précisément par des attaques diverses et variées. Communiquer dans l'espace public, oui, bien sûr, encore davantage. C'est évidemment un enjeu, c'est évidemment une mission des universitaires de ne pas simplement communiquer entre eux, ni même communiquer uniquement avec leurs étudiants, mais de communiquer bien au-delà pour informer la société, informer les politiques, informer le reste du monde, entre guillemets, de leurs analyses, pas pour dire ce qu'il convient de faire, mais pour donner des éléments les plus objectifs possibles, les plus mobilisables possibles, pour essayer de promouvoir les valeurs collectives que partagent les individus dans une société donnée. Cette communication-là, elle est clairement menacée. Il y a clairement des attaques officielles, officieuses, informelles ou formelles qui visent ce type de liberté de communiquer sur l'espace public. Et puis bien sûr, il y a les libertés tout court, la liberté dont jouissent ceux qui ne sont pas enfermés. Et on connaît, Johanna y faisait référence il y a un instant, de plus en plus d'universitaires qui sont enfermés dans pas mal de pays dans le monde, notamment pour ceux qui nous intéressent tout spécialement aujourd'hui, le cas de la Turquie. Donc on peut s'amuser à différencier les libertés sur ce mode-là. Ce dont je suis convaincu, c'est qu'il y a, et je ne suis évidemment pas le seul, beaucoup d'auteurs de théorie politique ou de philosophie politique, à commencer par Hannah Arendt, qui a beaucoup écrit là-dessus, expliquent très bien qu'il y a une sorte de continuum dans toutes ces libertés. Parce que la liberté de penser est indissociable de la liberté de communiquer. Parce que la communication, quand elle se limite au cénacle universitaire, déborde et doit déborder sur la place publique. Donc toutes ces libertés, quelque part, se tiennent les unes les autres, et il suffit qu'une seule soit menacée pour que toutes les autres soient potentiellement impactées. Il y a un paradoxe absolument étonnant qui me ramène un tout petit peu à mes premières années d'universitaire, où je me souviens qu'on incitait fortement les universitaires à sortir de leur fameuse tour d'ivoire. Et c'est vrai qu'ils pouvaient avoir la tentation de rester dans leur tour d'ivoire.
échanger au maximum entre eux ou avec les étudiants. Quelque part, ils étaient invités à sortir. C'est comme si maintenant ils étaient invités à rentrer dans cette tour d'ivoire et à se couper quelque part de tous les moyens de communication qui permettraient de faire partager leurs recherches précisément à l'extérieur de cette fameuse tour. Faute de quoi, ils prennent le risque de passer devant le tribunal médiatique, voire judiciaire lui-même. La situation en Suisse, du coup, dans ce tableau un peu général, est mondiale, des enjeux, des menaces sur les libertés. Quelle est-elle? Est-ce que la Suisse est dans une situation fondamentalement différente ou est-ce qu'elle est simplement moins impactée? Est-ce que la menace sur les libertés serait moins intense qu'elle ne l'est dans les deux autres pays dont on va principalement parler aujourd'hui? Où elle se trouve sur l'échelle de Richter, si vous voulez, des tremblements de terre que subit le monde académique aujourd'hui? Indiscutablement à un niveau inférieur de ce qu'on va entendre de nos collègues français et turcs. Peut-être, et on est tenté par les explications culturalistes, comme on dit en sciences sociales, en pareil cas, peut-être parce que les passions politiques sont moins intenses en Suisse que dans d'autres régions du monde, peut-être parce que le débat public est moins radicalisé, c'est possible, pourquoi pas, peut-être qu'il y a aussi une fierté, et espérons peut-être être capable de la cultiver, une certaine fierté à défendre cette liberté d'expression politique et académique. C'est possible. Mais il y a en tout cas une différence très importante avec la France, avec la Turquie, qui est que, à ce jour, l'exécutif fédéral, et à ma connaissance également les exécutifs cantonaux, ne se mêlent pas de ça. C'est-à-dire que c'est une question certes politique, parce que c'est la place publique, mais il n'y a pas d'incrimination qui vienne de l'exécutif central, ce qui est relativement nouveau en France, et ce qui est malheureusement déjà ancien en Turquie. À Genève en particulier, qu'est-ce qu'il en est? Le vice-recteur nous rappelait tout à l'heure que souffle sur la ville ce fameux esprit du même nom, l'esprit de Genève, et je pense qu'on peut en être fier, et il a des développements tout à fait significatifs. Et on peut être tout à fait fier de l'Université de Genève et du rectorat de Genève en particulier, qui a décidé d'octroyer un docteur honoris causa à cette anthropologue iranienne l'année dernière, Fariba Abdelrah, qui est une anthropologue remarquable du monde iranien, mais qui en même temps, au moment de l'octroi de ce titre, avait subi 15 mois de prison directement. Donc c'est un acte de courage, un acte de foi aussi, et surtout vis-à-vis de la liberté académique, qui va jusqu'à la liberté de la personne. Qu'il s'agissait de faire sortir de prison, au demeurant, elle en est sortie, même si elle est en résidence surveillée aujourd'hui. Et puis il y a les initiatives dont a déjà parlé le vice-recteur, et Johanna également, c'est-à-dire l'inscription de l'Université de Genève dans le réseau international de Scholars at Risk, et aussi les initiatives propres à l'Université de Genève autour de ce programme Horizon académique dont on parlait tout à l'heure. Donc on pourrait penser que la Suisse soit est dans une sorte de splendide isolement par rapport à la tourmente mondiale, soit serait moins impactée, question de degré, moins impactée par la situation présente. Pourtant, j'ai pris quelques instants pour consulter informellement mes collègues doyens et doyennes de l'Université de Genève pour leur demander quel type de retour ils pouvaient avoir, quelles pouvaient être leurs préoccupations par rapport à ce genre de choses. Et ils m'ont dit beaucoup de choses. Pas forcément des choses qu'on peut observer dans les sciences sociales comme les miennes, celles de ma faculté, mais plus généralement par rapport à la parole scientifique, par rapport à la crédibilité de la parole scientifique. Et j'ai vu arriver des signaux d'alerte relatifs à la crédibilité ou la dénonciation des propos de spécialistes en changement climatique, des spécialistes sur l'analyse des pandémies, évidemment, sujet de grande actualité, mais également des signaux d'alerte qui concernent les sciences de l'éducation. Il y a donc des domaines académiques de plus en plus nombreux qui sont qui sont des cibles, quelque part, d'attaque sur le type de discours qui est produit, le type d'analyse, le type d'explication qui est produit par ces universitaires, qui sont sur les sujets qui pourraient paraître moins sensibles que ceux dont on sera amené à parler plus particulièrement ici, entre chercheurs de sciences sociales. Mais l'inquiétude grandit indiscutablement dans quantité de domaines scientifiques et il faut bien sûr l'avoir à l'esprit. Dans ma faculté en particulier, il y a quelques années, une jeune chercheuse a été attaquée très violemment sur les réseaux sociaux et sur des sites web parce qu'elle avait eu l'occasion de participer à une émission télévisée, je crois, un forum, un débat, en tout cas qui avait été retransmis sur Internet, où elle faisait part de connaissances qu'elle avait tout à fait justifiées sur la contribution de la Suisse à la colonisation, ou bien les manifestations de racisme dans la société suisse, comme dans toutes les sociétés du monde. Le propos était passablement anodin. Elle a été attaquée avec une violence absolument incroyable. C'est une collègue de sciences politiques, donc une collègue de Johanna Hubert, avec qui plus est des attaques délibérément racistes, la collègue en question étant métisse. Donc personne n'est épargné aujourd'hui, pas même en Suisse, même si encore une fois le degré
d'intensité auquel je faisais référence tout à l'heure est indiscutablement très en deçà de ce que connaît la France aujourd'hui et a fortiori la Turquie. On aura certainement l'occasion peut-être de rééchanger sur l'exemple de la Suisse quand on aura ouvert un peu la discussion. Je voudrais surtout maintenant passer la parole à nos collègues qui sont donc à distance, c'est-à-dire la professeure Gambetti, qui a déjà été présentée par Johanna tout à l'heure, et le professeur Éric Fassin également, par ailleurs chargé de cours donc, à la Faculté des sciences de la société. Et puis, après ces deux prises de parole, on aura une petite vidéo également d'une collègue française, également chargée de cours à l'Université de Genève, dans la Faculté des sciences de la société, qui est victime, elle aussi, d'attaques très, très violentes sur Internet en ce moment, et qui est directrice d'un laboratoire de politologues, d'urbanistes et de géographes à l'Université de Grenoble. Pour ceux qui n'en auraient pas trop entendu parler, il y a eu une très intense polémique à Grenoble il y a 2 semaines, 2-3 semaines de cela, et dont elle s'est retrouvée quelque part la cible favorite des esprits malfaisants sur les réseaux sociaux en particulier. Et puis après, dans une deuxième partie, on ouvrira le débat, on échangera tous ensemble, au moins avec les deux qui seront avec nous, puisque Anne-Laure Amilazari, je n'ai pas cité son nom, excusez-moi, a enregistré sa présentation, et puis on pourra échanger nos analyses sur ce qui est en train de se passer. Donc je commence par passer la parole à Madame Gambetti. Bienvenue. Merci beaucoup. Tout d'abord, mes remerciements au professeur Stéphane Berthet, Bernard Debardieu, Olivier Vincent, Mathieu Crétenon, Johanna Hubert et à toute l'équipe de l'Université de Genève et de Scholars at Risk pour organiser cet événement tellement essentiel. Je voudrais, si vous me permettez, commencer par vous expliquer un peu la nature du pouvoir politique auquel nous sommes confrontés en Turquie. Depuis 5 ans, le gouvernement AKP évite les institutions de la sphère judiciaire, politique, économique et sociale de leur autonomie en promulguant de nouvelles lois et en modifiant la réglementation, restant ainsi dans les limites de la légalité stricto sensu. Ces lois et réglementations sont par la suite pliées et réinterprétées de manière à créer des exceptions en recourant à un discours sécuritaire. Nous assistons aussi à une personnalisation du pouvoir politique. Dans la terminologie de Giorgio Agamben, Erdogan pourrait être considéré comme ayant instrumentalisé des circonstances exceptionnelles pour se présenter comme un leader exceptionnel. Ce qui s'effectue en fait est une forme de Gleichschaltung ou mise au pas de toutes les instances de la société. Je dois également noter que des processus similaires sont en cours dans d'autres pays comme la Hongrie, la Pologne, la Russie, vous avez dit, Bertrand, au départ, le Brésil, où les partis populistes de droite deviennent de plus en plus autoritaires. En Turquie, l'AKP utilise également des politiques néolibérales pour concentrer le pouvoir entre ses mains. Les pensions de retraite, les soins de santé, les logements sociaux sont privatisés en les rattachant à la bourse. Des pans entiers de la population sont endettés et sont donc obligés de modifier leur mode de vie pour pouvoir rembourser leurs emprunts. Ceci exerce une influence disciplinaire sur les individus, les rattachant obligatoirement au système néolibéral. Les universités sont poussées, quant à elles, à devenir des machines à publication, vouées aux recherches au service du complexe industriel et militaire, pendant que les sciences sociales, sciences humaines, sont laissées à l'abandon par manque de fonds ou de valeurs commerciales. Il va sans dire que les réflexes souverains du gouvernement se déploient dès que d'autres tactiques ne parviennent pas à produire les résultats escomptés. L'AKP, qui est ironiquement un parti politique qui a gagné en popularité en promettant la démocratisation en Turquie, a banni les élections dans les universités et a commencé à imposer sa propre tutelle au système éducatif à tous les niveaux. Aussi, l'année 2016 a vu la criminalisation en masse des universitaires après la publication d'une pétition signée par plus de 2000 professeurs et doctorants en réaction aux opérations antiterroristes du gouvernement dans les villes kurdes du territoire turc.
C'était, si vous voulez, une sorte de manifeste décembre 21 signé par les intellectuels français pendant la guerre d'Algérie. Le putsch manqué de 2016 a fourni au gouvernement le prétexte qu'il cherchait pour fermer les universités, 15 universités dans le pays, licencier des milliers d'universitaires, engager contre d'autres un train de poursuites judiciaires et administratives, et rétablir la pratique de nomination directe des recteurs par le président de la République. Ainsi, ce qui est arrivé à l'université Boğaziçi le 1er janvier de cette année est une continuation de la pression déjà exercée sur la quasi-totalité des universités du pays. Bien que dépendant des fonds publics en tant qu'université publique, Boğaziçi avait réussi à maintenir une culture pluraliste, ouverte aux rencontres idéologiques, d'ethnie et d'orientation sexuelle diverses parmi les étudiants et les professeurs. Ça, c'était intolérable du point de vue du gouvernement. Les établissements d'enseignement supérieur sont les lieux de recherche les plus importants. Et évidemment, leur contrôle devient crucial dans notre ère d'information. Surveiller de près la connaissance revient à contrôler l'accès au pouvoir, comme Michel Foucault nous a si bien montré. Donc, la nomination par un décret de minuit, le 1er janvier, d'un recteur à l'université de Boğaziçi est une décision politique incontestable. Ni l'administration de l'université, ni les membres du corps professoral n'ont été consultés au sujet de la nomination. Et comme 20 autres présidents d'universités en Turquie, Monsieur Boulou est affilié au parti au pouvoir. De plus, dans les premiers jours de février, les médias nous ont appris qu'une faculté de droit et une école de communication avaient été créées toujours au sein de l'université. Donc, les protestations à Boğaziçi présentent actuellement un défi au régime politique parce que nous réclamons les libertés, les garanties institutionnelles d'autonomie qui ont été confisquées. Si vous voulez, nous, les profs, sont plutôt unis dans notre volonté de refuser cette nomination. Et notre répertoire principal consiste en notre présence corporelle quotidienne sur la place principale du campus, vêtue des toges académiques, le dos tourné au rectorat. C'est une forme de tenir notre place, de marquer l'université comme la nôtre. Nous tentons ainsi de montrer les limites de l'autoritarisme et du pouvoir arbitraire et de souligner la distinction entre la légalité et la légitimité. En réponse à cette mobilisation, le gouvernement a instauré un blocus policier couvrant tout le quartier de l'université, pas seulement l'université. Les étudiants subissent le traitement évidemment le plus dur. Ils sont détenus, assignés à résidence et bon nombre d'entre eux ont été emprisonnés. Il y a 3 qui sont toujours en prison actuellement. En outre, le club LGBTI+ de l'université de Boğaziçi a été fermé par le nouveau recteur au motif qu'il incitait à la haine et insultait les valeurs religieuses. Nous savons par d'autres exemples dans le monde que la diabolisation de l'idéologie de genre est devenue un outil rhétorique clé, n'est-ce pas, dans la construction d'une nouvelle conception du sens commun pour un public réceptif au discours populiste. Nous, les universitaires, sommes à notre tour criminalisés en tant que terroristes ou agents étrangers. Plusieurs universitaires, dont moi-même, ont été individuellement ciblés par les journaux pro-gouvernementaux et par les trolls dans les médias sociaux. Ce discours cherche à discréditer les étudiants et les universitaires, les marquant comme des éléments indésirables dont les qualités savantes ne sont qu'une façade, et de brouiller les frontières entre terrorisme, critique et désobéissance civile.
Nous espérons pourtant que le combat pour l'autonomie de Boğaziçi se transforme en bataille pour les libertés au sens général. Notre lutte, il est vrai, a éveillé le désir réprimé de révolte au sein de la société civile turque, puisqu'elle promet de créer une fissure dans le mur. Et tout cela nous incite, à mon avis, on en discutera plus tard, à repenser le rôle des intellectuels dans les temps sombres, comme disait Hannah Arendt. C'est parce que nous sommes devenus vulnérables que nous comprenons à quel point les dispositifs institutionnels et constitutionnels qui soutiennent la liberté académique sont fragiles. Et c'est en tendant la main aux autres que nous arrivons à reconnaître ce qui nous unit malgré nos différences. Ce fut par exemple très révélateur pour moi d'apprendre qu'Éric Fassin et d'autres collègues en France sont visés dans une chasse aux sorcières contre les lois soi-disant islamo-gauchistes. Les soi-disant islamo-gauchistes. Donc, il semble que nous sommes tous sur le même bateau. Les universitaires du Nord se rendent compte que l'empiètement des rationalités politiques et économiques sur les libertés acquises est une condition mondiale et qu'ils ont peut-être à apprendre des luttes menées dans le Sud. Donc, la tour d'ivoire dont vous avez parlé, Bertrand, s'est effondrée. En tant qu'universitaires, nous sommes dans le champ de la politique. C'est donc le moment idéal pour créer une internationale académique qui non seulement unit les universitaires menacés à travers le monde, mais qui relie également les universités aux luttes contre le racisme, le sexisme, l'exploitation et les nouvelles formes de fascisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va enchaîner directement avec le professeur Fassin. Et ensuite avec la vidéo de Madame Anne-Laure Amilazari. Et puis après, on reviendra sous forme de discussion sur ce que vous nous avez dit. Éric Fassin, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Bernard de Barbieux, mais merci aussi au vice-recteur Stéphane Berthet. Merci à Johanna Huber qui a organisé tout ceci et qui l'a présenté, et à toutes les personnes qui ont participé, y compris celles qu'on ne voit pas à la table ce soir, comme Tchala Ekach, qui a été à l'origine, sans doute, pour une part de mon invitation. Je suis très heureux d'avoir cette occasion d'échanger avec tout le monde, et entre autres avec Zeynep Gambetti. Je commencerai donc peut-être par dire quelque chose sur la Turquie et sur ce qu'elle vient elle-même d'évoquer, c'est-à-dire ce va-et-vient que nous n'avions pas pleinement attendu entre le soutien que nous pensions apporter lorsque nous étions en France à nos collègues à l'étranger et le fait que nous aussi, nous avons besoin de soutien. En fait, je me souviens, lors de ma première intervention au moment de la Constitution en France en 2016, d'un comité de soutien aux collègues de Turquie, aux universitaires pour la paix, je me souviens d'avoir plaidé pour dire qu'il ne s'agissait pas d'un comité de soutien, mais d'un comité de solidarité. Et je concluais, je vais me permettre de citer ce texte qui a été publié à l'époque. Sans doute, par rapport à nos collègues turcs, sommes-nous protégés. D'ailleurs, si nous avons le luxe de pouvoir soutenir de l'extérieur les victimes de la répression en Turquie, en l'occurrence nos collègues, c'est grâce aux privilèges relatifs de notre position. Mais j'ajoute que, bon gré mal gré, nous sommes embarqués dans la même histoire, et vous voyez que c'est presque la même expression que vient d'utiliser Zeynep. La dérive autoritaire n'a rien d'exotique, hélas. Sans être à la même place, et en dépit d'une inégale exposition à des risques de persécution, nous sommes donc solidaires. D'ailleurs, il est tout à fait frappant que récemment, un texte écrit par Pinar Selek en France ait connu un certain retentissement, c'est-à-dire que c'est en tant qu'exilée qu'elle a pu prendre la parole pour dire sa stupéfaction face à la dérive autoritaire en France. On pourrait parler aussi du Brésil, même si ce soir, ce n'est pas l'objet. En 2018, j'étais au Brésil
peu après l'élection de Jair Bolsonaro, en soutien à des collègues, pour parler de la démocratie sexuelle au cœur de la démocratie, pour un congrès d'anthropologie. Et aussi, c'était le début d'un programme franco-brésilien qui s'intitule « Genre menaçant, genre menacé », un programme de recherche qui essaie de prendre pour objet ces attaques que subissent en particulier, mais pas seulement, les études de genre. Et je dirais tout de suite quelques mots effectivement sur ces campagnes anti-genre parce que je crois qu'elles sont bonnes à penser. Elles nous aident à penser, ou en tout cas elles m'aident à penser à la fois ce qui a pu se passer en France, mais aussi ce qui peut se passer dans d'autres pays. Puisque en France, on a eu dès 2011 une campagne contre la supposée théorie du genre à propos des manuels de SVT, donc de biologie, au lycée, mais aussi rapidement, à l'occasion des mobilisations contre le mariage pour tous, eh bien, on a vu que la manif pour tous était porteuse d'un discours sur la théorie du genre. Ça, c'est en France, et à certains égards, la France peut se flatter d'avoir été à l'avant-garde, en quelque sorte, pionnière de la réaction anti-genre, mais on la trouve un peu partout. Par exemple, nous avons été amenés à soutenir nos collègues de l'Université de Vérone qui avaient vu un colloque qu'ils organisaient sur les réfugiés LGBT en 2018 censuré par l'université sous la pression de la ville parce que eh bien, parler de réfugiés, parler de LGBT, c'était beaucoup dans un contexte où l'extrême droite pesait très lourd. Nous avons réussi collectivement, à travers une mobilisation internationale, à inverser les choses. D'abord en accueillant dans mon université à Paris 8 une partie de ce colloque qui avait été prévu, et ensuite en soutenant de telle sorte que l'université est revenue sur sa décision. La question du genre et ces campagnes anti-genre, elles ne concernent pas un pays ou un autre. Ce que nous avons vécu en France, eh bien, on l'a retrouvé dans de nombreux pays européens tels que la Hongrie, la Pologne, plus récemment encore la Roumanie, sans parler de la Russie, mais aussi en Amérique latine tout particulièrement, et pas seulement au Brésil, dans nombre de pays. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons essayé de créer un réseau, une internationale du genre, qui mobiliserait, avec ce titre un peu ironique, il faut bien l'avouer, qui mobiliserait un réseau de personnes engagées dans les études de genre pour à la fois informer, mais aussi lutter. Alors, ce qui s'est passé autour du genre, ça nous engage à réfléchir pour aller et venir entre une dimension nationale et une dimension internationale, et c'est ce que je voudrais essayer de faire dans les quelques minutes qui me restent. Partons de la France, puisque c'est depuis la France que je parle. Les attaques contre le monde intellectuel ne datent pas de 6 mois ou d'1 an. En particulier, il faut se souvenir que sous Nicolas Sarkozy, il y avait eu toute une rhétorique répétée contre la sociologie et plus généralement contre les savoirs critiques, j'y reviendrai, avec l'idée que expliquer, c'est s'apprêter à justifier. C'était à propos du terrorisme, mais ça pouvait être aussi à propos des violences urbaines. Bref, l'explication sociologique était mise en cause par le président de la République. Cette formule, elle a été reprise quelques années plus tard par celui qui devenait Premier ministre sous un autre président de la République. Et donc, Manuel Valls a repris mot pour mot la même idée, à savoir que expliquer, c'est déjà s'engager sur la voie d'une justification. Le savoir critique, donc, était déjà mis en cause. Mais il y a bien sûr une nouvelle vague d'attaques qui est l'occasion pour laquelle nous sommes réunis, en tout cas pour ce qui concerne la France. Ces attaques, elles n'existent pas seulement, bien sûr, dans la sphère politique. On les rencontre dans les réseaux sociaux depuis des années. On voit des campagnes avec des trolls très bien organisés qui insultent, qui diffament, etc. Mais on voit aussi, et ça c'est plus inquiétant, parce que ce ne sont pas du tout des anonymes, on voit des magazines qui jouent le même rôle. En France, on s'aperçoit qu'il n'y a pas seulement des magazines d'extrême droite, ouvertement d'extrême droite comme Valeurs Actuelles, mais que des magazines comme Le Point, des magazines comme Marianne, et parfois aussi comme L'Express, eh bien, peuvent jouer un rôle décisif dans des campagnes, en mettant en gros les photos avec des accusations, comme par exemple Le Point qui, dans mon cas, m'avait exposé comme faisant partie de ces idéologues qui poussent à la guerre civile, et en me comparant à Éric Zemmour,
et à Alain Soral. Donc, on voit qu'il y a tout un délitement de l'espace public et de ce contre-espace public que représentent les réseaux sociaux. Mais ce qui est nouveau véritablement, c'est qu'il y a eu une légitimation politique de ces dérives depuis, en particulier, le mois de juin dernier, avec une intervention indirecte d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui, dans les colonnes du Monde, a confié que l'université était coupable. Coupable de quoi? Coupable de sécessionnisme et de s'en prendre aux personnes qui, et je pouvais me sentir visé au titre de mes publications, qui ont contribué à une ethnicisation de la question sociale. Je crois que ça a donné un point de départ qui a été ensuite repris par des ministres comme Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui est allé jusqu'à parler de complicité intellectuelle avec le terrorisme. Depuis des années, nous entendions dire que lorsque nous parlions d'islamophobie, eh bien, nous étions les idiots utiles de l'islamisme. Je crois que l'expression complicité intellectuelle avec le terrorisme va beaucoup plus loin, parce qu'il ne s'agit pas simplement de nous traiter d'être de naïfs, mais au-delà de la naïveté, de considérer que nous avons une responsabilité active dans le terrorisme. Et évidemment, le terrorisme, ça n'est pas simplement une question d'idéologie, c'est une question criminelle. Cette dérive du discours public, je crois qu'elle est très importante aujourd'hui, puisqu'on a vu donc la ministre de l'Enseignement supérieur se rallier à cette campagne en parlant d'islamo-gauchisme et en appelant à une enquête dont on ne sait trop ce qu'elle donnera. Je voudrais, pour terminer, évoquer deux logiques qui me paraissent importantes. La première, c'est celle de l'anti-intellectualisme. L'anti-intellectualisme, il joue de deux manières à la fois. D'une part, il y a, on pourrait dire sociologiquement, une politique sociologique qui serait anti-élitiste. Anti-élitiste, mais évidemment un anti-élitisme très particulier dans le monde néolibéral, où finalement les vraies élites, celles qui seraient arrogantes et qu'il faudrait rabaisser, eh bien, ce seraient non pas les élites économiques, mais les élites culturelles. Avoir des diplômes serait suffisant pour être contre le peuple. Donc ce populisme anti-élitiste, il vient se croiser avec une autre logique qui est celle de la dénonciation de tous les savoirs critiques. Parce que lorsque les régimes néolibéraux évoluent dans un sens autoritaire, eh bien, il ne s'agit pas seulement de remettre en cause la contestation dans la rue, comme on l'a vu en France avec des violences contre les manifestants, mais aussi de remettre en cause la pensée critique. Le deuxième point que je voudrais évoquer, qui me paraît caractériser le moment que nous vivons, c'est le fait que lorsqu'on nous dit par exemple que ces théories telles que l'intersectionnalité ou le fait de parler de race, eh bien, elles seraient importées des États-Unis, c'est une manière de suggérer que, en fait, l'universalisme dont on se réclame en France, mais pas seulement en France, eh bien, ce serait un universalisme national. Au fond, il s'agit d'un nationalisme intellectuel par opposition à un cosmopolitisme intellectuel. L'idée, c'est qu'au fond, pour ce qui est de la pensée, on doit rester chez soi. Et je crois que quand on regarde la composition des camps qui s'organisent aujourd'hui, de tous ceux et toutes celles qui se mobilisent contre l'intersectionnalité, la race, le genre, l'islamo-gauchisme, etc., on s'aperçoit qu'en fait, dans le monde intellectuel ou en dehors du monde intellectuel, eh bien, c'est généralement une conception très provinciale de la France qui est défendue. Et je crois que cette provincialisation du discours public, elle est paradoxale au moment où il y a une telle circulation internationale. Je vais donc conclure là-dessus, mais peut-être en soulignant pour finir une chose. Nous parlons des universités. On pourrait se dire, et à juste titre, que les universitaires sont relativement protégés. Bien sûr, depuis des années, on tape sur des gens qui n'ont pas les moyens, comme nous, de se faire entendre. Mais justement, pourquoi bénéficions-nous de libertés académiques? C'est pour pouvoir nous faire entendre. Parce que si même nous n'arrivons plus à nous faire entendre, eh bien, il ne restera plus grand-chose dans nos démocraties. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup de perches tendues pour la discussion qui va suivre. Mais avant cela, par vous et par Madame Gambetti, mais avant cela, donc, on regarde une vidéo qu'a enregistrée notre collègue, la professeure Amy Lazari, depuis
Grenoble. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravie de partager la soirée avec vous par ce petit enregistrement. Ravie parce que ça me permet de faire part de l'expérience que je suis en train de vivre depuis la France et Grenoble en particulier. Je suis Anne-Laure Amilazari, professeure de géographie à l'université Grenoble-Alpes et directrice du laboratoire PACT. Et c'est à ce titre-là que je vis en pleine dystopie depuis plus de 3 semaines maintenant. Alors, le témoignage que je peux apporter est celui de quelqu'un qui, effectivement, s'est engagé pour les sciences sociales de façon très forte et très collective depuis plusieurs années et qui vit aujourd'hui des attaques personnelles d'une grande violence qui vont jusqu'aux menaces de mort au titre de ses activités professionnelles. Pour replacer les choses dans le contexte, il faut évidemment, je crois, repartir de quelque chose de très local. Le fait qu'on avait organisé en 2019 à Grenoble une journée qui s'appelait Scholars at Risk, personnes de l'université, chercheurs en danger. Et nous y avions accueilli des personnes qui venaient du Brésil, de la Turquie en particulier, qui étaient prises en fait dans l'étau de pouvoir autocratique et même sous des apparences libérales, étaient en train de museler la parole académique parce que porteuse de critiques et parce que dangereuse, et pour certains en avaient perdu leur emploi. Ce qui n'est évidemment pas mon cas aujourd'hui. Et je crois que c'est important de témoigner d'un autre type de spirale maléfique et d'engrenage politique, idéologique, comme ceux qui peuvent nous saisir quand nous vivons et travaillons, comme je le fais, dans des pays occidentaux, démocratiques, etc. Alors, pour remettre les choses peut-être en perspective, en contexte en tout cas, je suis la cible d'attaques extrêmement violentes qui ont été répercutées par des médias d'envergure nationale et qui se sont amplifiées sur les réseaux sociaux depuis un événement traumatique qui ne me concerne pas au départ, qui est l'affichage sauvage sur les murs de l'Institut de sciences politiques à Grenoble d'un certain nombre de dénonciations dont la paternité à l'heure actuelle n'est toujours pas décidée et l'enquête judiciaire n'a pas su déterminer les coupables. Parmi ces accusations affichées sur les murs, 2 noms ont été placardés de 2 professeurs. Un professeur d'allemand, qui est un professeur qui ne fait pas de recherche, qui est donc un prague d'allemand, et un professeur de sciences politiques, qui est d'ailleurs membre du laboratoire dont je fais partie. Et ils ont été tous les 2 accusés par ces fameux affichages d'islamophobie. Dès le lendemain, un périodique d'extrême droite, un hebdo d'extrême droite français reprenait en fait des échanges mails qui auraient dû rester internes et qui me mettaient en cause. Dès le surlendemain, l'un des 2 accusés par les affiches était passé à la télévision et pendant 10 jours, mon nom a été martelé comme bouc émissaire avec le laboratoire de tous les mots et notamment de cette accusation d'islamophobie qu'il est quand même très important de rappeler au niveau international que je n'ai jamais proférée. Et donc, on s'est trouvé pris en tenaille, en fait, dans ce débat qui déchire la France aujourd'hui, entre islamophobes et islamo-gauchistes. Moi, je dis plutôt entre phobiques et gauchistes, puisque l'islam a bon dos, en fait, dans cette déchirure idéologique. Alors, le temps va très vite. Ce que je voudrais pointer du doigt, quand il arrive ce genre de choses, c'est la sidération face à la violence de ce qui se passe,
C'est l'engrenage des médias qui se servent en fait du cas qu'on est en train de vivre aujourd'hui comme crash test pour savoir jusqu'où on pourra aller dans les débats des présidentielles qui vont concerner la France en mai 2022, les élections du président de la République. Mais je voudrais, et donc face à cet emballement médiatique, en fait, il est extrêmement difficile de répondre par l'appareil pour de multiples raisons sur lesquelles je pourrais revenir, mais pas dans les 5 minutes qui me sont imparties et que je suis en train de dépasser. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que je bénéficie d'un soutien personnel de l'institution et que mon emploi n'est pas en danger, mais que ce soutien institutionnel n'est pas doublé d'un soutien effectif, notamment au niveau du ministère, puisqu'on est dans une croisade politique et idéologique dans laquelle la ministre de l'Enseignement supérieur en France, le ministre de l'Éducation, voire le président lui-même, sont partie prenante dans cette dénégation des sciences sociales. Sur quoi je voudrais insister, je crois que c'est vraiment le message que j'essaye de faire passer partout, c'est que derrière l'attaque contre le gauchisme au nom de la phobie ou de l'antiphobie ou je ne sais trop quoi, en fait, c'est une attaque contre la parole scientifique qui est en train de se construire, qui est en train de diffuser. La liberté d'expression à bon dos, et il nous faut vraiment travailler sur ce qu'elle autorise ou ce qu'elle ne devrait pas autoriser en termes d'outrage, de calomnie, on devrait être parmi les autres citoyens capables de borner l'usage de la parole publique dans toute sa liberté, mais aussi dans le respect des autres. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que derrière cette attaque contre un petit pan des sciences sociales qui effectivement travaillent sur des questions d'intersectionnalité, en fait, ce qui est en jeu, c'est les sciences sociales en général et de façon plus large. C'est vraiment une attaque contre la capacité des sciences à faire vérité à travers la controverse, mais une controverse encadrée. Et donc, on est vraiment vers une dénégation en fait de la science en général face à la promotion d'une ère de la post-vérité, des fake news, etc. Et c'est cela l'enjeu pour demain. Et c'est là où la mobilisation doit être générale, elle doit dépasser de très loin les sciences sociales. Pour terminer et conclure, lors de la journée sur Scholars at Risk que nous organisions il y a 2 ans, nous avions longtemps parlé du géographe Jean Gottman, qui avait connu plusieurs exils et dont la vie avait été ponctuée en fait de ces dangers qu'il avait contournés et dont les exils l'avaient aidé à penser une théorie de l'espace mobile très fertile aujourd'hui. Il avait trouvé des lieux où trouver refuge en fait au fur et à mesure des différents dangers qui avaient traversé sa vie. Ces dernières semaines, je me suis vraiment demandé où je pouvais partir. Et j'ai vraiment l'impression que l'offensive est globale et qu'il n'y a pas d'endroit où fuir si ce n'est là d'où on est et avec une pensée robuste, partagée et des alliances solides. Voilà. J'espère que sur ces points, nous pourrons discuter, nous entendre et avancer bien solidairement à tous et à toutes. Merci pour ces témoignages. Je vous disais donc en présentant la professeure Amélie Lazari qu'elle avait enregistré sa présentation, donc elle ne pourra pas intervenir dans la discussion, mais je la sais présente en train de regarder sur son ordinateur le streaming. Donc on l'associe quelque part à nos discussions très volontiers, même si elle pourra pas prendre la parole. On a quelques dizaines de minutes devant nous pour discuter un peu, croiser les analyses et les points de vue. L'un comme l'autre, et puis Anne-Laure Amélie-Lazari également, avait amené des éléments de réflexion que je trouve extrêmement intéressants. Et j'ai très envie de les croiser et de croiser quelque part l'expérience turque et l'expérience française, tout en étant conscient, comme vous l'avez bien rappelé vous-même, qu'elles sont sensiblement différentes.
peut-être pas en nature, mais en intensité, pour reprendre le distinguo que j'introduisais tout à l'heure. La première question que j'ai envie de vous poser, elle revient ou elle rebondit sur le rappel que faisait Éric Fassin des prises de parole des présidents de la République française ou des premiers ministres ou des ministres eux-mêmes sur cette invalidation de toute capacité ou toute compétence ou toute légitimité des sciences sociales à parler quelque part des problèmes sociaux. J'avais moi-même été extrêmement frappé par la citation de Manuel Valls en décembre 2015, je crois, donc je vais vous la lire, même si c'est quasiment une paraphrase de ce que Éric Fassin nous a rappelé. Donc, au lendemain des attentats de Paris de novembre 2015, le Premier ministre français a dit « Il ne peut y avoir aucune explication qui vaille, car expliquer, c'est vouloir un peu excuser ». Au-delà de la gravité du propos, je pense qu'il faut quand même un tout petit peu réfléchir sur le verbe « expliquer ». S'il y a bien un verbe qui est central dans les pratiques scientifiques, c'est bien celui-là, toutes sciences confondues, même si les sciences sociales aiment bien utiliser le verbe « comprendre », mais ça c'est un débat épistémologique dans lequel on n'a pas besoin d'entrer aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous apprend de nos élites politiques aujourd'hui que de vouloir renoncer à simplement connaître par l'explication la réalité sociale avec laquelle ils vivent et vis-à-vis de laquelle ils exercent une fonction politique majeure. J'imagine, je prends l'exemple français parce que j'ai encore en mémoire cette citation de Manuel Valls et puis parce qu'Éric Fassin l'a utilisé, mais je m'adresse également à Madame Gambetti. Est-ce que ça fait sens aussi en Turquie que de dire qu'il y a une propension quelque part à abandonner cet idéal du siècle des Lumières? Vous parliez des ténèbres tout à l'heure, Madame Gambetti, à abandonner cet idéal du siècle des Lumières qui voulait quand même essayer de produire une connaissance utile à la société, utile au gouvernement politique à l'époque. Est-ce qu'on est en train de renoncer au moins à ce pan-là de la connaissance scientifique pour conduire des actions politiques dont on ne sait pas bien comment elles seraient guidées ou par quoi elles seraient guidées? Quelle est votre analyse là-dessus? Dans l'ordre où vous souhaitez intervenir, si vous souhaitez intervenir et répondre. Merci beaucoup pour ces questions. J'ai été frappée par le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure. J'aimerais bien remarquer que c'est pas récent, si vous voulez, la perturbation de sens dans nos vies. Hein. Moi, je peux même la situer bien avant 1980. Dans les années où on a commencé à expérimenter par ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme, qui cherchait à attacher toute valeur aux valeurs des marchés, n'est-ce pas, aux valeurs commerciales. Et je crois que c'est le début de la fin des Lumières. Hein. Il y a bien un sens dans lequel le libéralisme s'est fait tuer par le néolibéralisme. C'est la fin de la notion des droits qui était universelle, qui protégeait parce que nous sommes nés humains. Et parce qu'on a droit à une vie humainement respectable. Pendant les années où le néolibéralisme a été, si vous voulez, réalisé dans plusieurs sociétés, on a vu des coups d'État au Chili, on a vu un coup d'État aussi en Turquie qui cherchait à stabiliser l'économie et à éradiquer la gauche totalement pour pouvoir instaurer les lois de marché. Et cette relativisation, si vous voulez, des valeurs, cette relativisation de l'objectivité des normes des sciences peut être expliquée en partie par la commercialisation de la connaissance, de l'éducation et de la culture, évidemment, et qui a permis aussi de normaliser le fait que nous avons des droits
si on participe à une espèce de schéma de concurrence dans lequel nous sommes capables de nous endetter, de devenir des acteurs dans les sphères financières, et que si on perd, ce serait de notre faute. Donc, c'était l'individualisation des responsabilités, et donc, si vous voulez, la fin de la conception d'une société dans laquelle l'aide mutuelle, mais aussi dans laquelle le service public avait une place importante. Donc, on a depuis ce changement, cette tournure, commencé à internaliser le fait que le mérite, ça ne vient pas de nos qualités en tant qu'être humain ou qualités en tant qu'enseignant, mais de nos qualités marchandes. Et donc, en partie, je voudrais bien souligner l'effet de cette tournure, mais aussi, en même temps, on sait très bien que cette transformation a eu lieu avec l'aide des forces conservatrices. C'était le mariage entre ce qu'on peut appeler le néolibéralisme et le néoconservatisme aux États-Unis, aussi bien qu'en Angleterre. Donc, il y a des valeurs qui étaient déchirées, qui étaient complètement éradiquées, les tissus sociaux déchirés, mais en même temps, ce renouveau du discours de la famille, de la patrie, de la nation, qui sont venus, si vous voulez, couvrir le fait que nous étions maintenant seuls face à une machine devenue globale. Là, c'est un peu élargir le champ, évidemment, de cette discussion, mais je crois que les universités ont aussi subi un changement à l'intérieur de cette transformation. Mais j'aimerais bien écouter les propos d'Éric sur ce sujet aussi. Monsieur Fassin. Merci beaucoup. D'abord, moi aussi, je voudrais dire que je suis très frappé et touché d'entendre le témoignage de Anne-Laure Lazari. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle récemment et je mesure combien c'est dur. Donc, je crois qu'il faut savoir qu'il y a un prix à payer pour toutes ces violences qui peuvent être symboliques, mais dont on ne sait pas à quel moment elles deviendront physiques. Premièrement, je crois que ce ne sont, même si j'ai, pour des raisons qui tiennent à ma propre situation professionnelle, mis l'accent sur les sciences sociales, je crois qu'il n'y a pas que les sciences sociales. En fait, quand on voit, par exemple, les débats autour du climat ou même autour de la pandémie, on s'aperçoit que l'anti-intellectualisme ne vise pas seulement les sciences sociales. Deuxièmement, et c'est ce qui complique un petit peu les choses, parfois les attaques qui sont portées contre nous, et même souvent, elles ne se feront pas seulement contre la science, mais aussi au nom de la science. C'est-à-dire que pour ma part, mes collègues et moi-même, je constate bien que nous sommes attaqués pas simplement en disant ah bah la science, mais ce que vous faites n'est pas de la science. Les sciences sociales, c'est pas de la science. Et en particulier, pour peu qu'on revendique, ce qui est mon cas, une sociologie engagée, on s'entend dire que puisque c'est engagé, eh bien ça n'est pas de la science, et d'invoquer les mannes de Max Weber, qui bien entendu n'a jamais dit cela, à savoir il faudrait séparer le savoir et le politique au nom de la neutralité axiologique. Max Weber n'a pas dit ça, mais aujourd'hui, des tas de gens en France, y compris nos gouvernants, invoquent Max Weber. C'est-à-dire qu'on a le paradoxe d'un discours contre les sciences sociales, mais qui s'appuie sur la légitimité de la science. Et il s'appuie d'autant plus sur la légitimité de la science qu'on a régulièrement, en ce moment, des universitaires, souvent à la retraite, il est vrai, mais pas uniquement, eh bien, qui se déclarent contre les islamo-gauchistes, accusés d'être identitaires, etc. Donc, en fait, il y a des relais à l'intérieur du monde universitaire. Donc, ça brouille les pistes. Et je crois que c'est une des caractéristiques du moment que nous vivons.
c'est que en fait, il y a une très grande confusion dans le débat public. Il n'y a pas seulement les fake news, mais il y a une sorte d'évaluation générale de la valeur du discours public. Les politiques, très souvent, disent n'importe quoi, pas seulement sur ce sujet, mais sur beaucoup d'autres. Ils disent une chose et son contraire, peu importe. Et dans les magazines, on va avoir la même chose, dans les journaux aussi. Et donc, en fait, le résultat général, au-delà des attaques spécifiques contre les sciences sociales ou contre les sciences, etc., c'est le fait que la notion de vérité n'a plus beaucoup de sens. Bien entendu, les sciences sociales elles-mêmes ont contribué à une critique historique de la notion de vérité, en montrant qu'il n'y avait pas une vérité théologique, mais qu'il y avait une production collective par le champ scientifique, pour parler comme Pierre Bourdieu, d'une vérité qui est à la fois historique et transhistorique. Mais aujourd'hui, ce qui se passe est tout différent. C'est l'idée que finalement, toutes ces paroles se valent. Moi, je l'ai vu par exemple dans les débats autour du genre. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années? C'est qu'on a vu d'un seul coup une campagne de gens qui avaient envie de dénoncer les études de genre sans rien y connaître. Mais il suffisait d'avoir publié une tribune dans le Figaro pour être invité à débattre avec des gens qui, depuis 20 ans, 30 ans, travaillaient sur ces questions. Autrement dit, il n'y avait pas dans le débat public de différence entre une compétence et une incompétence, entre le fait de parler de ce qu'on connaît et le fait de parler n'importe comment, de n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, en ce moment, joue un rôle très important, entre autres parce que pour quelqu'un comme moi, mais beaucoup d'autres aussi, se pose la question, lorsqu'on a cru à l'espace public, c'est-à-dire à la possibilité d'argumenter rationnellement dans le débat public, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Ou bien est-ce qu'on va se retrouver confronté à des gens qui simplement vont crier plus fort? Lorsque, il y a quelques années, Arte m'a proposé de débattre avec Éric Zemmour, eh bien, j'ai refusé. Mais ça veut dire qu'une chaîne culturelle publique comme Arte envisageait cette possibilité et a fortement essayé de me convaincre. Ça dit quelque chose sur le fait que ce n'est pas simplement des attaques ouvertes, c'est une sorte de confusion générale qui est alimentée par les médias et par les politiques, parce qu'au fond, peu importe la vérité. Merci beaucoup. L'un et l'autre, vous m'amenez sur un plateau des éléments d'une deuxième question avec peut-être des points de vue un peu différents. Vous mettez beaucoup l'accent sur les formes de transformation sociale qui sont à l'œuvre et qui conduisent peut-être d'un côté au triomphe du néolibéralisme dont parlait Madame Gambetti, ou des transformations d'une autre nature que Éric Vassin vient de mettre en avant en particulier. Quelle est, selon vous, la part du calcul politique? Parce qu'on peut quand même se poser la question, aussi bien, me semble-t-il, en Turquie, parce que cette droitisation de l'exécutif turc est aussi une série de messages qui sont envoyés, bien sûr, à la droite de la droite, bien sûr. Est-ce que c'est de la percolation idéologique ou est-ce qu'il y a du calcul pour quelque part conserver des majorités qui sont toujours potentiellement menacées? Et dans le cas de la France, moi j'ai été très frappé de ne pas voir dans la presse quelque chose qui moi m'a frappé mais qui peut-être est complètement impertinent, qui est que le débat auquel vous faisiez référence, enfin si c'est un débat, Monsieur Fassin, entre des universitaires qui prennent des positions tout à fait contrastées et qui, on le sait bien pour les personnes que vous avez en tête, ont tendance quand même, ou avaient tendance au moins à se positionner quelque part dans une grande gauche d'une façon ou d'une autre. Il y a une sorte de guerre des idées qui est en train de se jouer entre des personnes qui relèvent de cette mouvance. Est-ce qu'il n'y aurait pas un calcul politique aussi tout bête de fractionner la gauche comme potentiel, difficile probablement, mais potentielle alternative dans la perspective de l'élection présidentielle en France dont parlait la professeure Amy Lazari tout à l'heure? Donc autrement dit, est-ce qu'on a affaire à un tournant idéologique majeur ou est-ce qu'on a aussi affaire peut-être à du calcul politique, ou est-ce que le distinguo est complètement impertinent? Bon, je reprends la parole. Merci. Oui, en fait, c'est le retour d'une certaine politique ou un discours politicien est à remarquer, est à souligner en Turquie et peut-être en France aussi. On a vu dans les États-Unis la personnalisation du pouvoir à l'ère de Trump. Et en Turquie, la parole politique de AKP en particulier ne
n'a pas de cohérence. Donc, c'est une parole plutôt efficace qui cherche à obtenir des résultats très vite. Et ces résultats recherchés, c'est, comme vous avez indiqué, c'est d'abord se tenir au pouvoir et de gagner les élections prochaines. Maintenant, la popularité de l'AKP est en chute libre en Turquie. Ils sont associés avec les MHP, les MHP depuis 2015. C'est le parti de l'extrême droite. Donc, ils peuvent utiliser à la fois le discours nationaliste, ultranationaliste, rattacher tout savoir à la nation et au service de la nation turque, donc complètement écarter la notion de l'universalisme, ou ça peut devenir un discours islamiste qui essaye de, si vous voulez, regagner un peu de popularité en, par exemple, sortant la Turquie de la Convention d'Istanbul de la prévention et la protection des femmes contre la violence conjugale. Donc, c'est une parole, la parole politique n'a plus de poids. C'est une parole efficace, c'est une parole qui est manipulée et aucune contradiction ne vient perturber cette parole parce que, comme vous avez dit, comme Eric a dit aussi, nous vivons dans une ère de post-truth, donc on peut dire tout et son contraire. Et il y a une logique si vous voulez, une visée beaucoup plus brute. La visée, c'est tenir au pouvoir. Donc, je ne pense pas que l'enjeu est idéologique dans notre ère. Et la parole politique tente à rattacher tout au pouvoir. Et c'est pour ça que je crains un peu, si vous voulez, que nous n'allons pas vers l'autocratie ou l'autoritarisme, mais tout bonnement vers une espèce de totalitarisme du XXIe siècle qui est relayé par les médias sociaux, etc. Et je voulais juste souligner que l'anti-intellectualisme dont parle Eric, l'espèce de xénophobie envers les idées importées de l'étranger ou valeurs universelles, ou les discours de terrorisme peuvent entrer en jeu dès qu'il faut criminaliser la pensée critique. Donc c'est un amalgame de discours qui fait que nous n'avons plus de point d'appui. Nos mots sont empoisonnés. Imaginez que le ministre de l'Intérieur turc a pu dire que protester contre un recteur nommé par le président, c'est du fascisme. Donc, les sens sont inversés, comme dans le Newspeak d'Orwell. Mais j'arrête là pour entendre un peu ce que Eric en pense. Merci. Monsieur Fassin. Merci. Je serais tenté de donner un écho tout de suite français à cette accusation de fascisme, puisque, par exemple, on a ce débat en ce moment sur le fait qu'un syndicat étudiant organise de temps en temps des sessions de réunions non mixtes, c'est-à-dire qui est censé s'adresser aux personnes racisées qui vont partager leurs expériences de discrimination et de racisme. Et aujourd'hui, ce syndicat, l'UNEF, est traité partout de raciste. Puisque, au fond, prendre au sérieux le fait que des personnes qui subissent le racisme auraient peut-être des choses à se dire entre elles, ça voudrait dire qu'on est en train de reconnaître le fait qu'il existe des races différentes. Évidemment, ça n'a aucun sens, mais ce qui est intéressant, c'est que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est allé jusqu'à parler de fascisme. Et là, il y a quelque chose de très frappant, c'est-à-dire que, en fait, l'autoritarisme dénonce le fascisme, mais il faut savoir aussi que ces mêmes réunions dites non mixtes ont valu
à ce même syndicat, l'UNEF, d'être dénoncé pour racisme par Marine Le Pen. L'extrême droite est déchaînée contre les mobilisations antiracistes taxées de racisme. Donc le monde d'Orwell, nous le connaissons bien. C'est-à-dire que depuis des années, les seuls vrais racistes en France à entendre le discours public, ce seraient les personnes racisées. Voire ce seraient les personnes qui, et j'en fais partie, qui disent qu'on ne peut pas parler de racisme anti-blanc parce que ces choses-là ne sont pas réversibles, que les rapports de domination, eh bien, ça existe, et que selon qu'on est d'un côté ou de l'autre, eh bien, on n'est pas dans la même position. Eh bien, je me fais traiter de raciste aussi constamment pour cette raison-là. Donc, l'inversion du discours, c'est très important. Alors, mais pour répondre à la question de Bernard de Barbieux sur la stratégie, je serais tenté, en général, de recourir à un argument, disons, foucaldien, sur des stratégies sans sujet. Toutefois, il se trouve que nous parlons aussi de noms propres, là, et de noms propres de personnes qui sont engagées en politique. Il est difficile de se dire que les hommes et les femmes politiques ne pensent pas stratégiquement. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'ils et elles pensent rationnellement. C'est une autre question. Par exemple, on peut penser que le Parti socialiste en France a eu des stratégies, mais qui sont des stratégies suicidaires depuis des années. Donc, la stratégie n'est pas incompatible avec l'irrationalité. Mais si on prend, par exemple, l'intervention du président de la République, Emmanuel Macron, que je rappelais tout à l'heure, au mois de juin, elle coïncide avec la fin du premier confinement, d'une part, et d'autre part, avec une grande mobilisation antiraciste à l'initiative du comité Adama Traoré. C'est à ce moment-là que le président juge utile de s'attaquer au sécessionnisme supposé, au séparatisme supposé des minorités et de celles et ceux qui les défendent. Ce sera le cas à nouveau au mois d'octobre pour présenter la loi qui ne s'appelle plus séparatisme, mais qui porte précisément là-dessus. En fait, c'est à nouveau le moment où le président de la République prendra la parole sur ce sujet. Donc, c'est bien une manière de faire de la politique. Et c'est une manière de faire de la politique qui joue sur la peur, et avec une très grande efficacité, puisque, au fond, ce dont on s'aperçoit, c'est que ce discours, eh bien, il fait que, à peu de choses près, un gouvernement qui est censé être constitué comme un rempart contre l'extrême droite dit la même chose que l'extrême droite, mais qu'il est soutenu aussi sur nombre de ces points par des partis qui continuent de se revendiquer de gauche. Donc, en fait, il y a une sorte d'hégémonie idéologique dont on peut se demander à quelle stratégie elle correspond. Bien sûr qu'il y a toujours de l'électoralisme, mais si tout le monde dit la même chose, quel électoralisme? Quel est l'avantage de cette politique? Et donc, pour ma part, je crois que ça finit par constituer une idéologie. Pas forcément que les gens qui disent une chose ou une autre y croient, mais ça finit par constituer une idéologie en effet, c'est-à-dire dans ses conséquences. En ce moment, qu'est-ce qui se passe en France? Eh bien, c'est qu'on est en train de dire, il y en a assez qu'on nous parle tout le temps des femmes. Il y en a assez qu'on nous parle tout le temps des minorités raciales. Il y en a assez de toutes ces histoires-là. Eh bien ça, c'est un discours qui est très important parce qu'aujourd'hui, il permet à beaucoup de gens d'avoir l'impression non pas qu'ils sont d'extrême droite, mais qu'en réalité, ils défendent la République, qu'ils défendent l'universalisme. Parce que ce qui menace l'universalisme, en France, à entendre certains, ce ne serait pas la montée en puissance du fascisme, ce serait le fait que des personnes des minorités, de temps en temps, se réunissent entre elles sans que personne les voie. Donc, le fait que quelques dizaines de personnes se réunissent parfois pendant quelques dizaines de minutes serait la vraie menace politique en France. C'est une manière de dire que la vraie menace politique, ça n'est pas le néofascisme. Autrement dit, l'idéologie qu'il y a derrière tout ça revient à dire « ne vous inquiétez pas du néofascisme, le danger est ailleurs, il est du côté des minorités ». C'est un monde à l'envers et on comprend pourquoi, lorsqu'on essaie de tenir un discours rationnel, eh bien, on est disqualifié parce que la pensée critique aujourd'hui, elle ne dévoile plus rien, tout est sur la table, mais simplement, elle continue d'essayer de faire entendre quelque chose qui serait une forme de rationalité. Et en même temps, cette rationalité, elle est un engagement démocratique, parce qu'il ne s'agit pas seulement de liberté académique. Qu'est-ce qui est attaqué aujourd'hui? C'est le fait que nous parlions d'égalité.
Lorsque nous parlons de genre, lorsque nous parlons de race, nous sommes en train de parler d'égalité. Or, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, vous parlez d'identité. Donc, on est en train de refuser d'entendre que ce sont des revendications démocratiques. Parce que la bataille, en ce moment, elle est précisément sur la démocratie, que ce soit en termes de liberté ou que ce soit en termes d'égalité. Merci beaucoup. Je suis tenté par une dernière question, c'est possible. J'avais commencé en soulignant l'importance des mots qu'on utilise pour parler de ce dont on parle aujourd'hui. Et Éric Fassin vient de nous rappeler et de nous montrer à quel point ils sont vidés de leur sens, au moins certains d'entre eux, bien sûr, dans le débat public. Il y a un mot que vous avez utilisé et qui déchaîne un peu les journalistes ou les commentateurs, au moins en France, et j'aimerais savoir s'il a son équivalent en Turquie, qui est celui d'intersectionnalité, que vous avez utilisé vous-même. Éric Fassin. Moi, quand j'ai découvert ce terme-là dans la littérature académique dans les années 80, j'étais à la fois extrêmement séduit et ça tombait sous le sens. Quelque part, prendre en compte différents types de discrimination et de voir comment elles se combinent, quelle est la combinatoire des discriminations, me semblait être une évidence. Et ça me semblait être une façon tout à fait stimulante de revisiter les thèses marxistes pour les enrichir des thèses féministes et de les enrichir, etc., de ce qui a suivi. Or, c'est devenu un terme clivant lui-même, y compris du point de vue d'une certaine forme de vulgate marxisante aujourd'hui. Comment est-ce que vous expliquez que ce terme-là, qui a un potentiel unificateur de la science sociale extrêmement puissant, n'est pas du tout été perçu comme ça, au moins par certains? Et la question pour Madame Gambetti, est-ce que c'est un terme qui lui-même aussi structure un peu, au moins en partie, le débat autour des sciences sociales en Turquie, et également un terme incriminé par la critique qui vous est portée? Oui, donc c'est là où on remarque les différences entre les deux pays, je crois. Hein. Parce que le terme d'intersectionnalité, évidemment, c'était introduit par le discours féministe en Turquie. Hein. Le mouvement féministe étant assez fort. Elle avait commencé à utiliser ce terme et ça a été ensuite été repris par le mouvement kurde qui, dans notre cas, en Turquie, remplace, si vous voulez, la race dans l'Occident. Parce que le racisme, ce n'est pas vraiment un problème social en Turquie, c'est plutôt la nation et la question de l'ethnicité et des diverses religieuses minoritaires qui sont en jeu. Donc, le mouvement kurde l'a repris, ainsi évidemment les LGBTI+, dans leur lutte, a repris ce terme, mais le terme a été attaqué par la gauche. Parce qu'elle diluait la notion de classe et la lutte des classes, donc le focus sur l'économie. Aujourd'hui, avec la montée en puissance de l'AKP depuis 2015 et l'autocratisation, voire totalitarisation, nous sommes revenus en arrière, c'est-à-dire maintenant même la question de l'égalité homme-femme pose problème. Donc, on a vraiment reculé par rapport à ces débats et même la présence, l'existence des LGBT plus et gêne. Et même le drapeau, par exemple, multicolore de LGBT commence à être criminalisé. Donc là-dessus, on a quand même une différence. C'est plutôt la nationalisation, l'ethnicisation, si vous voulez, et l'islamisation qui sont beaucoup plus en vigueur en Turquie. Peut-être quelques mots à partir de l'expérience française, qui est la mienne, même si je ne m'intéresse pas seulement à la France, mais on pourrait distinguer pour l'intersectionnalité entre deux scènes, le débat public en général et le monde universitaire en particulier. Dans le débat public en général, je crois que ce terme s'inscrit dans un ensemble de termes qui sont jetés
dans le débat public par les politiques ou par les magazines, avec l'idée qu'il y a tous ces mots bizarres dans le monde universitaire. Parce que ça s'inscrit dans une liste. Ça avait commencé avec genre, il y a une dizaine d'années. D'un seul coup, les journalistes ont été un peu interloqués parce qu'ils ne connaissaient pas bien le mot genre. Et donc, d'un seul coup, on était beaucoup sollicités pour expliquer. Mais là, depuis quelque temps, c'est autour du mot intersectionnalité, mais ça peut être aussi autour du mot racisé, ça peut être autour de questions telles que le privilège blanc, ça peut être etc. Tout un vocabulaire. Et donc, on va avoir des espèces de dossiers dans des magazines qui vont présenter tout ça, voire proposer des bibliographies, mais actuellement, c'est presque toujours sur un mode polémique de dénonciation. Mais ça participe de l'anti-intellectualisme dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que, au fond, il ne s'agit pas de s'intéresser au contenu réel, mais de dire, regardez, tous ces gens dans l'université qui utilisent des mots bizarres que personne ne comprend. La preuve, c'est que, par exemple, le président de la République ne les comprend pas non plus lorsqu'il parle de discours racisés. Ça ne veut rien dire. Lorsque le ministre de l'Éducation intervient à l'Assemblée nationale pour dire qu'il y aurait des réunions racialisées ou non racialisées, il ne sait plus. Eh bien, ça n'a aucun sens, ça n'est pas le vocabulaire habituel. Donc, ils utilisent des mots qu'ils ne comprennent pas, ou bien une collègue sociologue qui est citée dans un journal en anglais où elle parle de racisme systématique parce que manifestement, elle n'a pas compris qu'il s'agissait de racisme systémique. Bref, on a beaucoup de gens qui parlent sans comprendre du tout de quoi ils parlent. Ça, c'est plutôt en dehors du monde universitaire, même si on en retrouve bien sûr des éléments dans le monde universitaire. Mais si on parle des personnes qui comprennent à peu près les enjeux, sans toujours bien les connaître, certes, à l'intérieur du monde universitaire, il y a effectivement une logique marxiste. Et ce qui est intéressant, c'est que ce marxisme se confond aujourd'hui de manière historiquement tout à fait inédite avec le républicanisme. C'est-à-dire qu'on invoque d'un même souffle la classe et l'universalisme. Y compris, c'est ce qu'on vient d'avoir avec le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, qui intervient contre ces réunions non mixtes au nom de l'universalisme. C'est-à-dire que l'universalisme républicain est devenu la même chose que le marxisme. La lutte des classes et l'universalisme, c'est pareil. On ne fait plus la différence. Et c'est là qu'on a une vraie difficulté, c'est que même dans le monde intellectuel, cette confusion, elle peut exister. Alors pourquoi dans le monde intellectuel de telles réactions ? Je crois qu'au-delà des contenus, c'est-à-dire des idéologies qui manifestement sont assez floues, parce que conjuguer marxisme et républicanisme, ça demande une certaine souplesse conceptuelle. Mais pourquoi ? Eh bien parce que l'université française a pris conscience du fait qu'elle prétend incarner l'universel. Après tout, le travail intellectuel revendique l'universalisme. Mais en pratique, dans le monde universitaire en France encore aujourd'hui, eh bien, les professeurs sont blancs. C'est le fait massif, c'est-à-dire que, alors même que nous revendiquons de lutter contre les inégalités, pour l'essentiel, nous revendiquons d'être antiracistes, mais en même temps, il se trouve que nous sommes presque uniformément blancs. Ça, c'est gênant. Et je crois qu'il y a un effort collectif dans le monde universitaire qui n'est pas bien sûr celui de tout le monde, c'est bien pourquoi il y a une bataille, mais un effort collectif pour ne pas voir ce qui crève les yeux. C'est-à-dire, au nom de cette expression aveugle à la race, de s'aveugler au racisme. Et un racisme qui n'est pas seulement celui de l'extrême droite, qui est ouvertement raciste, mais un racisme précisément systémique, c'est-à-dire quelque chose qui va au-delà de nos intentions, qui va au-delà de nos idéologies, qui est un racisme en effet, qui fait que malgré notre côté bien sympathique, malgré notre côté de bonne volonté, eh bien le résultat est le même. C'est-à-dire que l'université résiste à ces changements. Or, qu'est-ce qui se passe dans la société française aujourd'hui, y compris dans le monde universitaire ? C'est qu'il y a toute une génération beaucoup plus diverse, plus féminisée, plus racisée, qui est en train d'arriver. Et c'est à ce moment-là qu'on nous dit « arrêtez de nous parler de tout ça ».
Je crois que ce sont donc les contradictions du monde universitaire qui sont aujourd'hui aussi sur la table et qui expliquent la virulence des réactions. C'est que nous sommes mis en cause effectivement parce que nous avons prétendu qu'il n'y avait pas de problème puisque nous étions du bon côté alors qu'il y a un problème. D'accord, merci beaucoup à tous les deux pour votre réactivité dans cette partie-là de notre rencontre. Il nous reste une dernière partie, donc Johanna Hubert, sur les réseaux, dont on a un petit peu parlé déjà, mais il y a de quoi dire. Super, merci beaucoup. Je remercie à monsieur de Barbieux et aussi aux deux intervenants à distance pour ces discussions très riches. Nous allons donc, comme monsieur de Barbieux l'a déjà annoncé, nous n'allons pas aller dans une dernière partie et nous voulons ouvrir cet événement, la fin de cet événement, sur la solidarité avec les académiciens et académiciennes menacés et emprisonnés. Tout d'abord, nous souhaitons parler, comme je l'ai déjà fait en introduction, de Cihan Erdal, doctorant à la Carleton University, qui est actuellement emprisonné en Turquie depuis septembre. Le corps intermédiaire de la faculté des sciences de la société de l'Université de Genève s'est engagé pour sa libération, entre autres à travers la signature d'une des nombreuses pétitions en sa faveur. Nous avons donc le plaisir d'entendre le partenaire de Cihan, Ömer Ongun, qui va nous raconter un peu plus sur Cihan. Bonjour à tous. Hello, dear participants. This is Ömer Ongun for Cihan Erdal's spouse from Ottawa, Canada. Thank you for taking time to attend this conference and to hear Cihan's story. Cihan Erdal is a doctoral student and coordinator of Urban Youth Research Institute at Canada's Carleton University. And a young promising scholar, Cihan was the only scholar in Canada last year to have received provincial and federal research grants. A very promising young person, but unfortunately he was arbitrarily and unlawfully detained in Turkey 6 months ago and has been sitting in a prison in Ankara, and much of this time has been spent in solitary confinement. He had no access to his legal counsel for 36 hours, and things are extremely arbitrary. He is having a hard time getting his books and school materials and is not able to continue his research, unfortunately. It was his first time. It's his first time in a prison. He was never detained before, never even invited to give any statement at the police center as well. So this was definitely a big shock for all of us. He has been in jail for months, and the prosecutor's office has produced no evidence but 2 Facebook reposts, which basically had no connection with any terrorism-related charges that he is facing. As far as we understand, he is detained because of his legal political activities in opposition 7 years ago. Cihan, like many others arbitrarily detained political prisoners in Turkey, he is committed above all to promoting democracy, human rights, social solidarity, the rights of minorities and marginalized groups within and beyond Turkey. In their recent report, let's take a quick look at that. Scholars at Risk and Global Policy, Public Policy Institute note that Turkey is in the lowest status, that's E, in terms of academic freedom, the lowest 6th among all countries. And Reedem Institute from Sweden notes that Turkey is now an electoral autocracy. And Turkey remains not free with the score of 32 out of 100, according to the latest report by Freedom House. I am deeply concerned, we are deeply concerned about these trends and where Turkey has been heading. These trends have been materialized lately by arrests, hate attacks to LGBTQ people and women, lifting parliamentary immunities of MPs or replacing elected mayors. The European Union, in our university campuses, institutions shall stand up for peace, democracy, and human rights. Cihan and many others are arbitrarily and unlawfully imprisoned in Turkey in pending trial hearing on April 26. An arbitrary detention violates the human rights, the established principles of human rights, the rule of law, and independence of the judiciary.
I call for your solidarity to help secure Cihan and other political detainees in Turkey. They're in their immediate release in Turkey. As Cihan wrote in his letter that he shared with us very recently, and this is what he says. I want to close my speech with that one. With the belief of righteousness, as I always try to do, I will continue to pursue truth, reason, conscience, humanity, nature, and the common good for all living things without hurting anyone, without losing intellectual integrity. We will definitely see that universal legal norms and values, and of course, love, solidarity, and goodness have won. Stay strong, stay resilient. I wish you a great day. The good people, the people of the good, will win this fight. Thank you. Voilà, voilà un témoignage, comme je l'ai dit, du conjoint de Cihan Erdal sur sa situation, de son emprisonnement actuellement en Turquie. Donc, il était retourné en Turquie pour visiter ses parents et c'était à ce moment-là qu'il a été arrêté. Ensuite, j'ai le plaisir de passer la parole à Olivier Vincent, adjoint scientifique au service Relations internationales et partenariats de l'Université de Genève. Olivier nous parlera donc de Scholars at Risk et nous parlera un peu plus des actions solidaires à l'Université de Genève. Tout à fait. Merci Johanna et merci aussi aux intervenants précédents. Merci aussi pour ces témoignages tout à fait poignants. Donc, ce qu'on peut retenir des débats, de la soirée, de cette conférence, c'est que la liberté académique est en fait très fragile. C'est un peu en quelque sorte un idéal que chaque communauté universitaire, que ce soit en Turquie, en France, en Suisse, on essaye d'atteindre sans toutefois toujours l'atteindre complètement. Et avec l'émergence de plus en plus de régimes autoritaires et musclés, cet idéal de liberté académique, il doit être défendu. Il doit être défendu car il est mis de plus en plus souvent en danger. Et c'est là que les réseaux de solidarité interviennent. Et c'est là que je vais vous parler donc de Scholars at Risk. Alors ces réseaux, ils ont toujours existé. Alors, dans une histoire plus ou moins récente, on a vu évidemment dans les années 1930 en Allemagne de nombreux universitaires juifs émigrer dans les universités américaines où ils ont été accueillis pour poursuivre leur activité académique. Ensuite, en 2015, on a vu un flux inverse, c'est-à-dire vers l'Allemagne, beaucoup de réfugiés universitaires syriens qui ont été accueillis dans les universités allemandes. Donc, ces réseaux de solidarité entre universités, entre universitaires ont toujours existé et finalement interviennent les uns après les autres. Scholars at Risk, dont on parle aujourd'hui, a été créé au début des années 2000 et actuellement il regroupe 540 institutions dans 40 pays. Donc c'est vraiment un réseau global qui agit au niveau mondial. Ensuite, concrètement, comment le réseau procède pour arriver à cette défense de la liberté académique? Il y a 3 piliers d'action. Le premier pilier, c'est la protection, c'est-à-dire identifier les attaques sur la liberté académique, les attaques personnelles d'universitaires, des cas particuliers. Donc on enquête. Une fois que l'enquête est terminée, qu'on a déterminé un degré de vulnérabilité, le réseau fait circuler le dossier au sein du réseau mondial. Et une université telle que Edmonton, Genève, peut manifester son intérêt à un accueil. Le deuxième pilier d'action, c'est le plaidoyer, donc toutes les actions de lobbying dont on reparlera un peu plus tard. Le troisième pilier, c'est l'enseignement. À l'Université de Genève, nous sommes surtout actifs sur les 2 premiers piliers, donc le plaidoyer, premièrement, donc tout d'abord en organisant une conférence comme celle de ce soir, qui permet justement de débattre de cette question de la liberté académique, qui finalement n'est pas si simple que ça, pour garder donc ce débat vivant.
Une deuxième activité que nous avons menée, c'est la mise en place de la section suisse de Scholars at Risk. Actuellement, toutes les universités suisses et les 2 écoles polytechniques fédérales font partie du réseau. On a également approché les autorités fédérales, les diverses autorités fédérales, le secrétaire d'État aux migrations, le département fédéral des affaires étrangères, etc., pour mettre la question de la liberté académique à l'agenda. Et nous avons également travaillé avec le Fonds national suisse pour mettre en place un système de bourse en vue de l'accueil de nouveaux chercheurs en Suisse. Toujours dans le domaine du plaidoyer, Scholars at Risk publie chaque année un rapport sur les attaques d'universitaires et les attaques sur la liberté académique dans le monde. Ce rapport est intitulé « Free to Think ». Et en 2020, donc des équipes de travail ont documenté très précisément 124 attaques dans 42 pays, donc y compris en Europe, aux États-Unis, donc de façon globale, 96 emprisonnements et 52 poursuites injustifiées. Dans le deuxième pilier, le domaine de la protection, donc il s'agit d'accueillir des chercheuses et des chercheurs à l'Université de Genève, comme on a vu le cas de Tian Erdal, qui était accueilli en tant que scholar at risk à la Carleton University. Nous travaillons aussi également avec l'Université de Zurich de façon conjointe dans le cadre d'un projet qui s'intitule Uni for Refugees. En fait, on travaille sur les questions d'intégration des universitaires réfugiés en Suisse, qu'ils soient étudiants ou chercheurs enseignants. C'est un projet qui vise à développer 2 hubs d'expertise régionale sur ces questions d'intégration. Voilà, donc il y a plusieurs pistes comme ça dans le réseau Scholars at Risk ou d'autres réseaux pour défendre cette notion fragile de liberté académique. Donc, en conclusion, Scholars at Risk, c'est une réponse pratique et concrète aux questions qui ont été soulevées lors de ce débat de ce soir. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour lancer quelques appels. Tout d'abord, un appel aux membres de la communauté universitaire de l'Université de Genève, si vous nous regardez encore ce soir, et que vous souhaitez participer aux activités du réseau Scholars at Risk en, par exemple, offrant une place d'accueil dans un laboratoire, dans un projet de recherche que vous pilotez, contactez-nous. Un deuxième appel aussi aux personnes qui souhaiteraient parrainer l'accueil d'un chercheur ou d'une chercheuse. On a besoin évidemment de fonds parce que souvent ces accueils sont très coûteux, mais aussi par exemple d'appartements pour la logistique qui est aussi parfois très lourde étant donné que les scholars viennent parfois en famille. Et finalement, un dernier appel aux personnes de la communauté universitaire internationale qui nous regarderaient encore. Vérifiez peut-être que votre institution fait partie d'un de ces réseaux de solidarité, comme le réseau Scholars at Risk. Je pense que c'est qu'ainsi qu'on pourra agir concrètement pour garantir cette fameuse liberté académique et les débats qui l'accompagnent, comme ce soir. Ça nous permettra d'assurer les bases du fonctionnement sain de nos institutions et, in fine, l'excellence académique. Merci. Merci beaucoup pour ces explications. Nous arrivons gentiment à la fin de notre événement, un événement très riche qui nous a permis d'entendre d'importants témoignages sur différentes situations, différentes personnes, mais qui auraient aussi pu inclure d'autres pays ou aussi d'autres personnes, comme on l'a aussi entendu dans les discussions. Ces réflexions que nous avons commencé ce soir vont aussi continuer au sein de l'université, notamment à travers de Scholars at Risk, mais aussi Horizon académique, et aussi en collaboration avec les différentes facultés et centres de l'Université de Genève. Nous souhaitons aussi remercier toutes les personnes qui ont rendu cet événement possible, et en particulier Chala Aykach, qui a permis de faire les liens entre les intervenants et nous-mêmes.
L'événement d'aujourd'hui sera, la transmission donc sera disponible sur le site de l'Université de Genève sous le même lien, si je m'abuse, et aussi sur les réseaux sociaux de l'Université de Genève, donc dans quelques jours. Je vous remercie donc d'avoir participé à cet événement et vous souhaite une très belle soirée.